Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous, en direct, jeudi, depuis le studio, nous dans rue Chavannes. Côté, nous allons recevoir le consul général des États-Unis, Monsieur J. Thomas Smith. Nous allons faire une émission spéciale parce que nous connaissons un pile problème qui était gagné pendant l'année à niveau consulat pour nous joindre rendez-vous, etc. Et un pile message tout que le consulat a été fait passer pour question monde qui trafiquer site internet qui fait un pile monde pas joindre rendez-vous. Et nous allons parler tout de questions étudiants, c'était étudiant qui a souhaité vivement aller étudier aux États-Unis, etc. qui j'en ça fait. Donc pour toutes mes ça voilà, je commence à appeler, beaucoup tout de suite puisque nous fait commencer au moins bon petit temps pour me dire et consul un petit bonjour. Et puis après, on est capable de poser des questions. Surtout par email, envoyer un message par SMS dans le numéro nous parlons qui est affiché en bas de la télévision. Mais bon, commencer par saluer le consul général des États-Unis en Haïti, M. J. Thomas Smith. Bonjour. Bonjour Hubert, c'est un grand plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui. Et merci d'être là. Je sais que ça n'a pas été trop facile de vous avoir. Mais c'est intéressant de réaliser cette émission aujourd'hui pour permettre à la population, aux gens qui nous regardent, de comprendre comment ça se passe à l'ambassade et surtout de discuter avec eux des différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer. C'est pour cela que j'invite tout le monde à envoyer des textos au numéro qui va s'afficher tout à l'heure de manière à vous poser vos questions et vous êtes là avec nous pour quelques minutes pour répondre à ces questions. Oui, volontiers. Et la première question que j'aurais aimé vous poser, vous êtes le consul des États-Unis, consul dont vous délivrez des visas, les gens ont très envie d'aller aux États-Unis. Qui peut prétendre avoir un visa pour aller aux États-Unis? C'est-à-dire qu'on donne l'occasion à tout le monde, mais les gens doivent avoir un bout de voyage qui est raisonnable. Ils doivent nous montrer des signes qu'ils allaient revenir après leur court séjour. Et puis, ils devraient arriver à l'ambassade prêts à répondre aux questions. Souvent, on fait des entrevues et les gens sont si nerveux qu'ils ne sont pas capables de répondre à nos questions. On n'est pas des monstres. Il faut juste se mettre à l'aise et puis soyez prêts de répondre. Ah oui, j'imagine que des gens qui vous regardent maintenant vous disent « Ah, il y a un consul général des États-Unis qui sait rire ». Oui, c'est un problème perpétuel pour nous. Et ça nous gêne parce qu'on veut juste savoir la réalité. Et on n'est pas là pour persécuter les demandeurs de visa. Demandeurs de visa. Et quels sont les différents types de visas et quelles sont les procédures pour avoir ces visas? Oui, je crois maintenant, on a 24 genres différents de visas, mais je vais énumérer juste quelques-uns. Bien sûr, on a des visas diplomatiques pour le gouvernement, les officiaux. Il y a des visas de travail, pas de travail, mais de commerce. Et il y a des visas de tourisme, il y a des visas pour étudier, entre autres. Et donc les procédures sont les mêmes, c'est-à-dire les gens vont prendre des rendez-vous et après vont passer l'interview. Oui, mais par exemple, si on est étudiante, on doit avoir des papiers de l'école. Si on est là pour un voyage d'affaires peut-être, ce serait intéressant s'ils pourraient nous emmener des preuves que le commerce existe. OK. Et si on va visiter, donner des preuves Il faut surtout soyez capable de nous montrer les circonstances qu'on a ici pour les demandeurs. D'accord. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est les circonstances d'ici. Oui. Donc, pour montrer qu'on a une attache en Haïti. Exactement. Et pouvoir revenir par la suite. Ça. Et vous savez qu'il y a une augmentation des boat people ces temps-ci en Haïti. Et dernièrement, il y a eu pas mal de personnes qui sont mortes en tentant de se rendre, soit aux Bahamas, mais surtout aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une chance pour que ces gens qui prennent la mer puissent venir demander un visa à l'ambassade? Ah, c'est difficile de répondre à ça. Comme ils nous dépassent totalement,
essayer d'aller directement sans visa. On ne connaît pas ces gens. Alors peut-être il y a parmi eux qui ont eu un visa s'ils avaient demandé. Mais c'est un grave problème qu'on va essayer d'arrêter ce commerce des gens, car c'est une tragédie. On ne sait pas combien de gens ont perdu leur vie en pleine mer et ils sont disparus. Vous avez eu combien de demandes de visa cette année? Cette année, c'était un record. On a 77 000 demandes de visa. À peu près la moitié sont accordées et l'autre moitié, malheureusement, on ne pourrait rien faire. 77 000? Oui. Donc, c'est quand même... le chiffre est haut par rapport à l'année dernière, c'est ça? C'est le plus haut qu'on a jamais eu. Plus En grand Haïti. chiffre d'affaires. D'accord. Et donc, plus de la moitié, donc ça fait un peu plus de 35 000 visas qui ont été accordés cette année par les États-Unis. À peu près. À peu près. Autre chose, alors je rappelle que nous sommes en direct dans le cadre de cette émission spéciale et nous recevons le consul général des États-Unis, M. J. Thomas Smith, qui répond à nos questions et qui répond aussi à vos questions. Donc, si vous avez des questions, veuillez les adresser au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Adressez ces questions par SMS et nous nous ferons un plaisir de les poser à Monsieur le consul général. Alors, l'autre question que j'aimerais aborder avec vous, Monsieur Smith, c'est que les États-Unis accueillent beaucoup d'étudiants étrangers. Et est-ce que vous avez beaucoup de demandes en Haïti pour des études? Pas une grande demande. L'année dernière, on a eu à peu près 600 demandes pour le visa d'étudiant. D'étudiants. C'est surtout dans quel domaine? Oh, ça dépend. Ça dépend. On a des demandes pour les enfants, pour les lycéens, mais surtout pour les étudiants universitaires. Et par exemple, quand si un étudiant voudrait étudier aux États-Unis, quelle est la procédure normale? Il vient à l'ambassade le jour de son rendez-vous avec ses papiers de l'université et aussi des preuves qu'il va revenir après son séjour pour étudier aux États-Unis. Donc, il lui faut d'abord s'inscrire à une université aux États-Unis. Oui. Et ensuite être accepté par l'université et après venir avec les preuves. Avec les preuves qu'il a une raison de revenir. Les preuves qu'il peut payer aussi. Bien sûr. Il Bien peut sûr. payer l'université. Ouais. Et dans ce cas, est-ce que vous avez une idée du nombre de visas d'étudiants qui a été accordé en 2013? Dans les 300. Dans les 300. D'accord. Sur 600, donc dans les 300. Oui. Le consulat a pris de nouvelles mesures pour le renouvellement, d'abord pour le renouvellement des visas. Parlez-nous un peu de ces mesures. En bref, si on possède un visa qui était pour pleine validité, ça veut dire 5 ans, et ce n'est pas périmé plus que 12 mois, on pourrait venir le mercredi, mettre vos dossiers dans nos possessions et éviter l'entrevue. Si jamais on décide qu'on a besoin de parler avec la personne, on pourrait toujours appeler au téléphone et demander qu'il vienne. Mais 95% de ces gens ne voient jamais un consul. OK. Donc, quelqu'un qui a son visa de 5 ans actuellement, donc même si le visa est périmé actuellement, si ça ne date pas encore de 12 mois, cette personne vient au consulat et dépose le mercredi et puis c'est bon. Et c'est bon. Donc, pour l'interview auprès du consul, pour les personnes qui ont déjà le visa de 5 ans, c'est pas toujours obligatoire, c'est ça? En 95% des cas, ce n'est pas obligatoire. Cela ne concerne pas les visas de 1 an. Vous ne tenez plus de visa de 1 an au consulat? Si, dans certains cas. Mais ça ne serait pas pour les... Il faut que ce soit pour pleine validité, ça veut dire 60 mois. D'accord. Donc, pour les gens qui ont 5 ans, donc voilà, les gens qui regardent cette émission,
si vous avez votre visa qui est en cours d'expiration. Alors, il faut, si le visa, par exemple, prend fin dans 3 mois ou 6 mois, est-ce que la personne peut déjà déposer le dossier? Oui, 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 ça va. On accepte ça. D'accord. Donc, voilà, une nouvelle façon pour les États-Unis d'éviter les lignes, parce que les attentes sont nombreuses. Exactement. Mais on est très fiers de ce système, parce que c'est pour la convenance de nos clientes, et c'est pour la convenance de nous aussi. Donc, parlons un peu des attentes, justement. Il y a des gens qui payent leur visa et qui vont sur le site Internet et qui n'arrivent pas à trouver de rendez-vous. Oui, et ça c'est quelque chose qui m'a vexé depuis que je suis venu ici l'année dernière. Parce que les gens, ils viennent, ils me parlent, posent des questions, ils disent « Pourquoi est-ce que votre site Internet est cassé ?» Et je dis « C'est pas cassé, mais c'est juste qu'il y a trop de gens qui essaient de chercher une place. » Et on a étudié le problème. Et on a trouvé que la raison pour le blocage, c'est que les provisionnaires de services pour les visas, certains agents de voyage, certains propriétaires d'Internet Café, ils ont bloqué les places par réserver des interviews pour les gens qui n'existent pas encore. Alors, on va mettre en place un système qui va trouver ces interviews faux et on va enlever les places et réouvrir ces places aux vrais gens qui sont prêts à poser leur demande. Alors, ça devrait débloquer le blocage, si ça marche comme je veux. Et ça prendra effet à partir de quand? Je n'ai pas voulu rien faire avant Noël, mais ça serait le 26 décembre. Et alors, en ce moment-là, si ça marche comme je crois que ça va marcher, je vais avoir des visas, des rendez-vous qui sont disponibles au mois de janvier, février, mars, etc. Et ceci à partir du 26 décembre, c'est ça? Oui. Parce que là, j'ai fait un test sur votre site Internet, il n'y a pas de place, mais jusqu'au printemps. Oui, jusqu'au printemps, en fait, il n'y a pas de place du tout. Oui. Donc là, à partir du 26, donc les gens qui ont déjà payé leur rendez-vous chez Unibank, même s'ils n'ont pas encore trouvé de place, ils peuvent, à partir du 26, chercher une place, c'est ça? Oui, oui. Je conseille tous les téléspectateurs de réessayer après Noël. Après Noël. Mais est-ce que vous êtes arrivé à est-ce que vous êtes arrivé à entrer en contact avec ces agences ou... On ne connaît pas qui est en train de faire ça, mais on peut voir les traits sur le réseau, comme on peut identifier ces personnes. Mais les personnes, les demandeurs, pas le fournisseur, pas le tiers. Donc les demandeurs. Oui. Et on va punir personne, mais on va juste libérer des rendez-vous qui ont été procurés par de façon irrégulière. Est-ce que vous avez des agences partenaires qui travaillent avec l'ambassade? Oh, il y en a qu'on connaît mieux que les autres, mais vraiment, la transaction, c'est entre nous et les demandeurs de visa. OK. Et la Sogebank, quel est son rôle dans les demandes de visa? Oh, c'est notre partenaire depuis longtemps. C'est eux qui acceptent le taxe de visa, bien sûr. Et ils font aussi certains services de façon renseignement. Mais ça fait depuis peut-être 12 ans qu'on est partenaire avec eux. Avec eux. Est-ce qu'il y a certains de vos partenaires qui vous ont déçus, c'est-à-dire qui ont occupé ces places pour des gens fantômes? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais le problème, vous savez, ça a créé vraiment beaucoup de frustration par rapport aux gens. Et il y a une adresse Internet du consulat qui a été disponible. Comment est-ce que vous avez fait pour gérer la frustration des gens? Bon, on a plusieurs sites Internet, mais le plus grand site Internet, c'est
haiti.usembassy.gov. Et là, on peut trouver tous les renseignements qu'on a besoin sur notre opération. Et autrement, si on a un cas spécial, on veut adresser une question qu'on veut adresser à l'ambassade, c'est PAP, P-A-P, N-I-V, .gov. Non, excusez-moi. Point state, S-T-A-T-U-E, state. Point .gov. Point .gov, ok. PAP, P-A-P-N-I-V, A. at state, state.gov. Exactement. Là, les gens peuvent adresser les messages directement. Oui, ça serait lu et répondu. Donc, vous répondez à ces messages? Quand je dis Pas- vous, pas- mais pas vous notre personnellement, équipe. le consulat Notre équipe. répond à ces messages. Exactement. Et alors, il y a une autre question parce que je crois qu'au cours du mois de septembre, vous avez fait sortir une annonce décourageant les gens à utiliser les raquettaires. Exactement. Donc, parlez-nous un peu de cette initiative et puis est-ce que cela a apporté des fruits? Ça, c'est encore difficile à répondre exactement. Parce que si on a averti que les gens fassent ce genre de transaction qui est vraiment illégitime, s'ils ne font pas ça, comment est-ce qu'on va savoir? Ils ne vont pas venir à nous et dire ben, merci pour la campagne parce que j'étais en train d'essayer de demander des faux certificats ou quoi que ce soit et je ne fais pas. Ils ne font pas ça. Alors, certainement, on a dû arrêter quelque chose et j'espère que oui, parce qu'on a vu des gens avant qui viennent avec des papiers truqués et alors on n'arrive jamais au point de l'interview parce qu'une fois qu'ils présentent ces documents faux, c'est plus ou moins l'interview termine. Alors, il y a une question qui s'affiche au bas de l'écran et que je vais traduire rapidement. Donc, la première question, c'est, en fait, s'il y a un parent qui a appliqué pour ses enfants pour une résidence aux États-Unis, est-ce que ça peut empêcher à la personne d'avoir un visa? Non, c'est pas. Ça pourrait dépendant des circonstances, mais on donne des visas tous les jours aux gens qui ont de la famille proche aux États-Unis. Même si la personne est, comme on dit, sous résidence. Oui, c'est possible. D'accord. Donc la personne, même oui, si quelqu'un est c'est sous résidence, peut demander un visa. Mais il doit nous montrer des signes qu'il va faire la petite visite et puis revenir. D'accord, une petite visite en attendant le dossier. Exactement. En attendant l'achèvement du dossier. Alors, il y a encore une autre question qui s'affiche au bas de l'écran. Donc, on a répondu à cette question pour les personnes qui appliquent pour les résidences. Est-ce qu'ils peuvent avoir un visa? Donc, la réponse a été oui. C'est possible. Oui, et en tout cas, la personne peut appliquer. Ouais. D'accord. L'autre question, voilà, si on a une formation pour participer en février, pas de rendez-vous, disponible, puis l'IP toute bagaille. La question, c'est qui ça le fait? Alors, quelqu'un qui a participé à une formation en février et qui a déjà payé ses rendez-vous, je crois qu'on a un peu répondu à cette question. On paye à Unibank, mais il n'y a pas de place pour février, donc la personne doit faire quoi? Il faut consulter le site Internet à partir de Noël. Autrement, il pourrait nous écrire à papniv@state.gov. D'accord. Donc, monde, ça à partir du 26 décembre, tout le monde qui n'a pas de cas, joindre rendez-vous dans l'ambassade là, nous mettons monter sur le site Internet là. Il est possible de nous joindre rendez-vous. C'est possible. C'est possible. Ou bien nous écrit et papniv à commercial et state.gov. Et alors, il y a d'autres questions qui sont en train de s'afficher au bas de l'écran. D'autres n'a pas rappelé, mon cap suivre l'émission, on est capable de poser des questions en direct. Et nous avec M. J. Thomas Smith,
qui c'est consul général des États-Unis et qui est prêt pour répondre aux questions concernant une demande de visa. Et combien de temps nous prend, combien de temps mettez-vous pour traiter un dossier de résidence? Oh, ça dépend du type, mais certaines sont immédiates. Par exemple, si un Américain se marie avec une Haïtienne, alors il n'y a pas d'attente pour ça. Okay. Mais pour certaines catégories, c'est des années. Des années, c'est-à-dire qu'un parent qui veut chercher ses enfants, ça peut prendre au minimum 5-10 ans? Donc, si le parent est déjà naturalisé, il n'y a pas une liste d'attente pour ça. Si le parent aux États-Unis, c'est une green card, un tenant de green card, alors là, c'est quelques années. D'accord. Alors, il y a une question pour vous. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de répondre à cette question, mais je la pose quand même. C'est une question qui s'affiche au bas de l'écran et qu'on vient de lire. C'est à propos de quelqu'un qui vit aux États-Unis depuis 10 ans, qui a le TPS. Donc, alors, la question, c'est si un monde qui vit aux États-Unis depuis 10 ans, il gagne un TPS, je crois que c'est qui modalité il doit remplir pour lui joindre résidence pour famille. Vous avez compris? Oui, je crois. En ce moment-là, alors il est aux États-Unis sur TPS et puis la famille est là. Il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas de moyen. Car il n'a pas le droit d'emmener ses enfants ou sa femme parce qu'il est sur TPS. Okay. On a beaucoup de ces cas-là. Les gens sont là, ils ne veulent pas revenir parce que si on est sur TPS, on a le droit de travailler. Alors, ils ne veulent pas quitter le pays. Mais leur famille leur manque aussi. Mais ça, c'est très difficile. Très difficile. Donc, il faut dire très clairement que le TPS, le statut temporaire protectif, ce n'est pas une résidence. Non. En fait, c'était accordé, le TPS qui existe aujourd'hui, c'était accordé à cause du tremblement de terre. Et le jugement a été fait que Haïti il y avait trop de dégâts ici pour attendre que les gens rentrent. Vous pouvez être le juge vous-même si vous croyez que vraiment il ne peut pas revenir, mais c'est dans la loi américaine. Ils ont le droit de rester jusqu'au moment qu'on enlève le TPS. OK. Mais ils ne peuvent pas prétendre venir avec leur famille aux États-Unis. Exactement. Okay. Donc, je rappelle que je suis avec M. J. Thomas Smith, qui est consul général des États-Unis, et nous sommes capables de poser des questions dans le numéro qui a affiché en bas écran sous toute question nous avons gagné et par rapport à consulat des États-Unis. Donc, nous mettons un SMS dans le numéro qui a affiché et question non pas affiché et nous sommes capables de poser pour même à M. Smith. Alors, une dernière question qui est affichée. La dernière question, c'était pourquoi est-ce que les frais de visa sont si chers? C'est-à-dire qu'on essaie d'accorder le plus grand accès à nos services. Mais nos services ne sont pas payés par les impôts aux États-Unis. Par les contribuables. Par les contribuables. C'est pas, tout est financé par le public. Par le public, les demandeurs. Mon salaire est payé par les demandeurs de visa. D'accord. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, on a eu la fermeture du gouvernement américain, n'est-ce pas? Le shutdown. Oui, exactement. Et moi, je n'étais pas du tout au sujet de Concerné. ça. Car les bailleurs de mon salaire sont des gens qui viennent à l'ambassade. Ça, très peu de gens le savent. Je n'étais pas touché du tout, ni moi, ni mon équipe. Donc, c'est pour cette raison que les frais de visa sont aussi chers. C'est à peu près ça. Pour être une réflexion de notre frais de nos dépenses. On voit que ça égale à nos dépenses. Ça coûte combien maintenant?
$160. 160 dollars américains. Exactement. Je crois que c'est 7040 gourdes environ. Ah ouais, c'est cher. C'est sûr. Ah ouais, c'est hyper cher. Attends, mais c'est le prix était le seul obstacle. Les gens paieraient n'importe quoi. Si j'avais dit 500 dollars, mais c'est rentrée libre. Bon, Ils trouveraient les 500 dollars. Non, mais le problème, c'est ça, c'est que les gens, après avoir payé, ils ne sont pas sûrs d'avoir le visa. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Parce que moi, je me souviens, moi, j'ai fait mes premières démarches pour les visas, pour mes visas d'étudiants, je les ai faites en France et je n'avais pas payé tout ça. Avant. Donc, ça varie d'un pays à un autre? Oui. C'était un visa français. Oui. Oui, c'est différent. Non, pas un visa français, en fait. Un visa non, j'étais en France à l'époque, oui. J'ai pris un visa américain. Oh non, ça serait le même. C'est le même partout. Oh, donc 160 partout. Exactement. Donc, ça ne s'adresse pas, c'est pas uniquement une question d'Haïti. Non, et c'est pas quelque chose spécialement pour les Haïtiens. Okay. Si un Français veut un visa américain, c'est 160. Ok, ça a augmenté sérieusement. Oui. Bon, c'est vraiment bien de savoir, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu de visa. Donc, alors, je rappelle aux gens qui nous regardent et qu'ils peuvent adresser leurs questions au 39 46 06 34. Donc, pas la peine d'appeler, envoyer un SMS en créole ou en français et nous-mêmes, nous adressé question pour nous-mêmes. Je rappelle que nous avons recevoir M. J. Thomas Smith, qui est consul général des États-Unis. Alors, il y a une question, en fait, c'est pas un peu banal comme question, mais c'est intéressant de le dire parce que beaucoup de gens ne font pas souvent la différence entre le consulat et l'ambassade. Il y a quand même une petite différence. OK. Bon, moi, dans le système américain, le mot consul, vice-consul, consul général, c'est un titre de travail. Mais on est tous diplomates. Moi, je suis ministre conseiller. Ça, c'est mon titre diplomatique. Okay. Mais je travaille dans la section consulaire, qui est appelée par quelques personnes le consulat. Mais je parle de section consulaire. Ça fait partie de l'ambassade. D'accord. Oh, OK. Dans le système américain. Exactement. Et il y a d'autres services, d'autres pays où les gens qui sont vice-consul ou consul, ils ne travaillent pas pour le ministre des Affaires étrangères dans certains pays. Mais on travaille pour le département d'État qui est notre ministre des Affaires étrangères. OK. Et vous êtes en Haïti depuis combien de temps? Je suis venu le mois d'août l'année dernière. Mais avant cela, j'étais consul général ici de 2004 jusqu'à 2007. OK. Après que j'ai quitté Haïti, je suis allé en Afrique de l'Ouest. Alors, quand j'étais à mon bureau à Dakar, Sénégal, j'ai appris que vous avez eu le tremblement de terre et je suis revenu dans une semaine. D'accord. Bon, je ne vais pas faire cette comparaison, mais pourquoi pas, entre les demandes que vous recevez en Haïti, est-ce que ça vous arrive de trouver une demande et en fait, vous souriez, vous dites, mais quand même la personne aurait pu faire mieux, par exemple? Oh, bien sûr, bien sûr. Mais ça arrive souvent. Et ça, c'est quelque chose qui est dommage. Parce que d'abord, il a payé les $160. Alors, c'est un gaspillage de son argent. Et aussi, les rendez-vous, ils sont chers. Chers dans le sens de l'importance, pas dans le sens de l'argent. Le rendez-vous est plus ou moins gratis après qu'on a payé les frais pour le visa. Mais c'est un manque de temps, un manque d'argent, et c'est dommage. Et des fois, ça vous arrive de voir que les personnes ont les bons papiers, si je peux dire, mais ne peuvent pas répondre aux questions, aux entretiens. Ça pourrait être arrivé que les papiers sont si bons, et ils sont vrais, ils sont authentiques, qu'on n'a pas besoin de demander beaucoup de questions. La personne, il vient au guichet, on peut voir qu'il est très nerveux et tout ça, mais des fois, tout est en règle. À ce moment-là, peut-être il ne serait pas pénalisé par ne pas être capable de répondre aux questions. Mais
ce que je conseille les gens, c'est de respirer bien, calmez-vous et venez nous parler. Car on ne veut que la vérité. On ne cherche pas à dire non aux gens. Si notre travail était pour dire non à tout le monde, on pourrait avoir un guichet automatique. Mais on veut trouver des bons cas. C'est bon pour nous quand les gens voyagent, pour notre pays. Oui, c'est quand même un peu bon pour l'économie. Et Exactement. puis quand même, les gens visitent les États-Unis et tout. Chaque voyageur, ça vaut au moins $1000 de commerce. Donc, vous faites un peu de psychologie, si je peux dire d'une certaine manière. Moi, j'ai un groupe, une équipe haïtienne et américaine qui sont très intelligents et travaillent dur. Avant de venir ici en Haïti pour ce deuxième séjour, j'étais conseiller des étudiants en Floride. J'étais un genre de secondement. Alors, c'était moi qui ai recruté les gens pour signer, pour prendre notre examen et pour l'intéresser un peu dans le travail. Et je dis toujours aux étudiants, si vous êtes appelé pour une entrevue avec les gens de personnel pour ouvrir un travail, il ne faut pas mentir. Parce que tous vos interlocuteurs ont fait des stages de vice-consul. Et alors, ils ont un talent pour savoir quand quelqu'un dit la vérité et quand il fait des mensonges. Donc, c'est un peu... Il faut pas mentir envers nous, parce qu'on a un ESP pour ça. Pour comprendre voilà, Ouais. qui dit la vérité et qui ment. Et, par exemple, quand quelqu'un arrive avec un dossier, par exemple, si, disons, les interviews se font en créole. Oui. Par exemple, quelqu'un qui est, disons, qui a 70 ans, donc qui est un peu vieux, mais qui va visiter parce que ses enfants auraient aimé que cette personne connaisse les États-Unis. Et quand cette personne arrive devant vous, possiblement, elle n'a pas la capacité peut-être de répondre à tout type de questions que vous aurez à lui poser. Il faut qu'on fasse son mieux. Il faut faire un effort, c'est tout. Au moins faire l'effort pour Oui, oui. répondre aux Et questions. si on ne connaît pas la réponse d'une question, on dit, ben, moi, je ne sais pas. Si c'est possible que ce n'est pas raisonnable que la personne va savoir la réponse à cette question, mais si on demande qu'est-ce que c'est le nom de votre petit-fils aux États-Unis, et vous ne pouvez pas répondre à ça, alors on ne sort pas. Ouais. Alors, il y a un deuxième groupe de questions que nous allons tenter de répondre. Alors, je prends celle qui défile. L'OP au rendez-vous, il est valable pour combien de temps? Alors, Un an. Un an, d'accord. Ouais, ouais. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui a payé, et même durant les vacances d'été, et qui n'arrivait pas à avoir de rendez-vous, etc., cette personne a jusqu'à un an pour trouver le rendez-vous. Aujourd'hui, c'est le 19, n'est-ce pas? Si quelqu'un a payé le 20 décembre l'année dernière, c'est toujours valable. D'accord. Jusqu'à demain. Jusqu'à demain, d'accord. Donc, un an. Est-ce qu'un commerçant qui a fait touriste Saint-Domingue, Haïti, qui a joué un visa aux États-Unis? La question, c'est Est-ce que quelqu'un qui fait du commerce Au République dominicaine peut trouver un visa en Haïti? C'est possible, oui. Mais ce n'est pas automatique. Ouais. Mais c'est possible. C'est possible. Et justement, il y a une question qui me passe par la tête. Par exemple, si quelqu'un a un visa de touriste et se trouve en tourisme en République dominicaine ou en France ou en Argentine, etc., ou a un visa d'étudiant, par exemple, dans ces pays, est-ce que cette personne peut prétendre à un visa américain là où il se trouve? Oh, c'est-à-dire que, spécialement, d'avoir un visa d'un pays comme la France, c'est un indice qu'il y a une certaine... que la personne est peut-être sérieuse.
Si c'est quelqu'un qui va essayer d'avoir un visa de tourisme aux États-Unis et puis il n'a aucune intention de revenir, cette personne aurait probablement évadé les Français aussi. Alors, c'est une bonne signe. OK. Mais rien n'est automatique. Oui, ce n'est pas automatique, mais Ouais. c'est un bon signe. D'accord. Et la question, si on monte sous résidence, il prend refus, est-ce qu'il est carrément des visas? Est-ce qu'il est carrément... Oh. Alors, si quelqu'un a été sous résidence, c'est peut-être qu'on lui a refusé. On Il lui a était refusé. déjà résident aux États-Unis? Non, peut-être pas. Peut-être que quelqu'un qui allait être résident à cause de ses parents, Oui. mais la résidence ne lui a pas été accordée. En fait, j'essaie de comprendre la question. Est-ce que cette personne peut prétendre à un visa de tourisme? Mais c'est-à-dire, moi, je ne peux jamais préjuger les choses. Mais la chose qui est importante d'une façon primordiale pour le visa de tourisme, c'est la question, est-ce que vous allez revenir en Haïti? Si la personne a déjà essayé d'avoir un visa permanent, ça veut dire que c'est très douteux qu'il va revenir ici Il va après. revenir. On peut pas. On a certaines philosophies qu'on peut avoir deux intentions en même temps, mais là, il a vraiment montré qu'il cherchait la résidence aux États-Unis. Et il cherchait quand même à vivre aux États-Unis. Exactement. Donc, c'est Oui. quelqu'un au moins qui a de Oui. la bonne famille et tout. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de préjugés, mais quand même, quand quelqu'un vous dit qu'il a la famille aux États-Unis, qu'il a des parents, etc., Ça, c'est le genre de faiblesse pour. Ça va affaiblir son demande de visa non permanent. C'est-à-dire qu'il vient nous voir, il dit oui, ben, j'ai ma femme, elle est en Floride, j'ai 2 enfants en Floride, tout le reste de la famille sont en Floride, mais je veux juste aller au Disneyland, Disney World. C'est difficile à croire, ça. C'est difficile à croire. mais c'est possible. Hein? Tout est possible. Toutes les affaires sont entre le demandeur de visa et le vice-consul. On n'a pas des types. On dit, vous êtes type A, c'est bon. Vous êtes type B, c'est pas bon. Non, c'est l'individu qui compte. D'accord. Je crois qu'on a déjà répondu à cette question. Jeff, donc si vous avez d'autres questions, vous mettez voyez pour nous. L'une des questions parce qu'on a aussi fait passer ce message sur Internet, et l'une des questions qui est apparue sur le site de la radio, c'est qu'il y a 2 personnes qui se sont plaintes de leur nom à consonance arabe, et ils estiment que c'est à cause de leur nom à consonance arabe qu'ils n'ont pas eu de visa en Haïti. Non, c'est pas vrai. Si quelqu'un a satisfait tous les règlements, on donne un visa. Et on a des visas dans tous les pays arabes presque, je veux dire les ambassades, et on donne des visas. Alors le fait que quelqu'un connaît l'arabe ou il est arabe, ça pas un problème. C'est pas le problème. Oui, alors comme je l'ai dit, on a déjà répondu à cette question. Donc on va encore passer quelques minutes avant de vous libérer. Monsieur J. Thomas Smith, alors je rappelle pour les gens, il m'a probablement bon cap garder nous là, nous bien sûr sur Télévision Caraïbe. Moi avec moi et Monsieur J. Thomas Smith qui est consul général États-Unis en Haïti, et qui a répondu aux questions concernant le consulat. Nous connaissons quelques petits problèmes qui étaient gagnés dernièrement. Donc, il a répondu aux questions sur ça. Donc, si nous avons des questions spécifiques que nous avons posées, dans le numéro 39 46 06 34, nous mettons un SMS. Et moi-même, je posé question pour nous et la répondre nous en direct à la question. Donc, je crois qu'il y a une nouvelle question qui a passé là que nous prenons, qui dit si moi marié et maman m'était appliqué pour moi sous célibataire, est-ce que ça c'est un problème?
Pour les célibataires de demander... Non, alors quelqu'un sa mère avait fait une application, Oui. mais au moment de l'application, elle était célibataire et maintenant elle est mariée. Est-ce que ça pose un problème? Un visa de tourisme, De résidence. de résidence. Possiblement, ouais. Ça pourrait. Ça pourrait. Dans certains cas. Parce qu'il y a des catégories où, par exemple, les adultes, fils ou filles des Américains qui ne sont pas mariés. Ça, c'est une catégorie. Alors, si on se marie, ça va se mettre dans une autre catégorie, qui peut-être a une liste d'attente qui est plus longue. Oui, la liste d'attente peut être plus longue, mais pas la possibilité d'avoir la résidence. Ça dépend de la catégorie. Si quelqu'un est vraiment... il faut se renseigner pour les cas individuels, pour être sûr. D'accord. Donc là, c'est hyper complexe. Ouais. Très. Mais comme on parle de visa permanente, je ne crois pas que les personnes dans la rue, sur le trottoir, je ne crois pas que les Haïtiennes moyennes se réalisent qu'on est énorme au point de vue de chiffre d'affaires pour les visas permanentes. Dans tous les pays dans le monde, on est le 6e. En Haïti? Oui. D'accord. Et pour un tout petit pays comme Haïti, d'être le 6e... Plus que le Mexique? Non, le Mexique, c'est énorme aussi. Le Mexique, mais, oui. Oui. Mais, par exemple, c'est plus que la France. Beaucoup plus. Beaucoup plus grand que le chiffre d'affaires pour les visas permanents en France. Bon, peut-être que les Français ont l'avantage qu'ils peuvent aller aux États-Unis sans visa. Donc, non, mais je parle de visa de résidence. De résidence. On est 6e dans le monde. Et il y a beaucoup de refus dans les visas de résidence? Oui. Parce que les gens, ils ont des problèmes avec leur dossier, leur papier. Ça prend longtemps. En fait, le plus grand délai pour les visas permanents, c'est les demandeurs qui ne peuvent pas rassembler tous les dossiers, tous les papiers, les documents dont ils ont besoin. Et moi, je croyais que les dossiers étaient traités à l'étranger. Non, les dossiers, c'est le consulat ici qui les traite? Éventuellement, oui. Ils envoient le papier aux États-Unis. D'abord, quand tout est prêt, le dossier est envoyé vers nous. D'accord. Et vous-même, vous... Et là, c'est vraiment, si on a une relation qui est valable, valide, vraie, il faut faire tous les efforts pour rassembler le dossier. Et il ne faut pas faire des trucages non plus. Et ça arrive des fois que les gens disent que c'est mon fils. Et peut-être la relation était comme s'il était son fils. Mais c'est quelqu'un d'autre. Et on a des moyens pour savoir si c'est un vrai fils ou non. Mais si la personne pouvait, de préférence, déposer la demande et dire « J'ai élevé ce garçon, c'est comme mon fils », c'est probable? Bon, oui, dans certains cas, ils disent « c'est mon fils ». Et ce n'est pas son fils. Mais en ce moment-là, on prend des tests biologiques. Oui, on nous dit que ce test a causé pas mal de bruit en Haïti. Des parents qui pensent avoir leurs enfants pendant plusieurs années et puis après, ils découvrent par les tests ADN que des fois, ça arrive. Des fois. que ce n'était pas les enfants du tout. Des fois, ça arrive. Des fois, ça arrive. OK. Et bon, on va presque arriver au terme de cette émission. Maintenant, parlons un peu de l'année 2014. Comment... on attend qu'on serait dans une position de mieux servir nos clients parce que j'ai eu des problèmes cette année avec il y avait des places de travail qu'on ne pouvait pas remplir parce que
On n'avait pas de personnel à Washington ou ailleurs. Alors maintenant, on est plus ou moins à 100%. Et je crois qu'on pourrait être... On ne va jamais satisfaire la demande. Parce que la demande pour nos services, c'est sans limite. Mais on devrait être capable de faire mieux. De faire mieux. On fait ce qu'on peut, mais notre capacité est plus grande pour l'année qui vient. Mais beaucoup de personnes ont été étonnées d'apprendre que le site Internet de l'ambassade des États-Unis a été trafiqué. C'est trop dire? Ce n'était pas trafiqué. Trafiquer, ça veut dire que quelqu'un pourrait changer les choses. Mais il y avait des imposteurs qui ont fait des faux enregistrements. Et ils le gardent pour utiliser plus tard. Et c'est dans cette dans cette façon qu'ils bloquent les autres. Donc, ce n'est pas... vraiment, on ne peut pas parler de trafic. Je crois que dans certains cas, ils vendent leur place aux autres. Je n'ai pas de preuves. Quand même, c'est le site de l'ambassade des États-Unis, quand même. Oui, mais la transaction, c'est dans peut-être un salon de beauté ou dans une agence de voyage ou Internet café. C'est pas sur notre... on ne peut pas contrôler ça. Mais on essaie maintenant de peut-être arrêter le trafic par ne pas donner le service. Donc, vous pensez que ne pas donner le service va arrêter le trafic? Pour les gens qui, disons, par exemple, si je vous ai payé $50 pour un rendez-vous, vous n'êtes pas dans l'ambassade, mais vous avez bloqué cette place. J'arrive à l'ambassade et on dit, non, votre rendez-vous était faux. On ne va pas vous laisser entrer aujourd'hui. Première chose que je vais faire, c'est la personne, il va aller chercher la personne qui a vendu la place et il va dire, je veux avoir mon argent. Je veux un remboursement. C'est très sérieux ce que vous dites. C'est-à-dire, je veux prendre un rendez-vous à l'ambassade, donc vous voulez que ça soit personnel, c'est ça? Oui. Mais la chose, ça doit être une vraie personne. Alors, si vous avez payé à la banque, rempli le formulaire, et c'est votre cousin qui a l'ordinateur, et il fait le rendez-vous pour vous, ça va. Mais si le cousin est en train de faire 50 rendez-vous à la fois, ça c'est une chose qu'on va arrêter. Donc, c'est-à-dire les gens, donc vous voulez que maintenant, quand les gens arrivent, que le nom qui a été rempli sur Internet pour 10h30 ou 10h45 ou 11h, donc soit le nom qui vient, c'est ça? Oui. Et on a toutes les listes. Aujourd'hui, je pourrais vous donner le nombre de personnes qui vont venir le mois de mars. Et si ces gens-là, si la liste a changé le jour même, le mois de mars, ces autres, ils ne vont pas être admis. Okay. On va leur dire d'aller chercher, de faire un rendez-vous par le moyen normal. Mais peut-être que ça va vraiment résoudre le problème, mais possiblement à moitié. Imaginons le cas. Imaginons que donc les personnes qui vont... Donc on aura peut-être dans 2-3 mois des personnes qui vont continuer à utiliser les services. Bon, je ne veux pas parler de rackettaires, mais bon, je ne sais pas si c'est le vrai mot, pour avoir les rendez-vous. Mais vous ne pourriez pas à l'avance déterminer si ce sont des vrais rendez-vous ou des faux. Oui, on croit qu'on peut. Okay. On croit qu'on peut détecter. Vous parlez des moyens irréguliers. Donc, j'ai assez de confiance dans ça. Dans ça. Okay. Alors, il y a une dernière liste de questions qui passe et on répond à cette dernière série de questions. Et puis,
Après, on met fin dans cette émission spéciale avec le consul J. Thomas Smith. Alors, je lis rapidement. Qui risque qui gagne pour monde qui fait faux mariage pour résidence? Ah, c'est une belle question, ça. Grand risque. Grand risque. En fait, si on fait un mensonge qui est au niveau de fraude, on pourrait avoir des possibilités que le visa serait toujours impossible dans l'avenir. On risque d'avoir qu'est-ce qu'on dit, inadmissibilités qui sont permanentes. Mais il y a aussi une autre chose, c'est pas de faux mariage, mais ce sont des gens qui sont très jeunes et qui se marient avec d'autres qui sont moins jeunes. C'est-à-dire, au niveau du consulat, vous ne vous basez pas uniquement sur l'âge pour déterminer. Non. Si c'est un vrai mariage, ça marche. Autrement, mais il y a beaucoup qui font semblant. Et en fait, peut-être ils vont à l'église, ils sont mariés avec des gens, mais ils n'ont aucune intention de vivre comme hommes et femmes. C'est, disons, l'homme ici, il connaît une Américaine. Il dit, je vous donnerai $5,000 pour me marier. Et après, je vais pas vous embêter. C'est juste, je veux juste le mariage pour avoir le visa. Okay. Et après ça, je vais aller dans une autre partie de la ville ou une autre partie de l'État, mais j'aurai une green card. Ça arrive. On a vu tout à l'ambassade. Et ces personnes courent de grands risques. Courent un grand risque. Alors, une autre question qui s'affiche, est-ce qu'un citoyen américain a renouvelé le passeport dans l'ambassade là? Oui, il peut. Okay. On fait ça tous les jours. OK. Moi, j'ai une résidence depuis 2004, mais je travaille à Haïti depuis 7 mois. Est-ce que moi, je n'ai pas de problème pour me retourner? Il a jusqu'à 1 an. Après 1 an, c'est un problème. Mais s'il habite ici, s'il y a personne qui habite ici pendant une longue période, les agents d'immigration vont probablement poser des questions quand ils rentrent aux États-Unis. Questions comme vous êtes sérieux d'être résident ou non? Ce genre de questions. Donc, il est beaucoup plus facile pour un Américain de se dire je rentre travailler en Haïti que quelqu'un qui est résident aux États-Unis. Pour se dire je travaille en Haïti, mais je garde quand même ma résidence aux États-Unis. Ça dépend. Ça arrive souvent que les gens ont eu la résidence aux États-Unis, mais ils ont des intérêts à vivre ici aussi. À ce moment-là, il faut se poser la question, est-ce que je veux garder cette résidence? Il y a beaucoup qui rendent leur carte de résidence et posent une demande pour le visa de séjour, de court séjour. Parce qu'ils veulent bien entrer aux États-Unis, visiter, faire le travail là, de commerce là, mais ils habitent ici. Alors, ils se réalisent que ça ne sert à rien d'avoir la carte verte. Donc, si quelqu'un a une carte verte et pense qu'il n'a vraiment rien va pas vraiment vivre aux États-Unis, cette personne peut aller au consulat et dire... Oui, oui. Est-ce que c'est au consulat ou est-ce que la personne est obligée de retourner aux États-Unis pour le faire? Il vient toujours chez nous d'abord, mais c'est vraiment... En réalité, c'est exceptionnel. Non, c'est pas exceptionnel. Mais ce n'est pas nous qui acceptons la carte. On a le service d'immigration à l'ambassade aussi. C'est un petit bureau. Alors, c'est eux qui prennent la carte et ils envoient chez nous pour l'entrevue de visa. Et ça arrive souvent que les gens donnent la carte, viennent à nous et ils ont fait l'échange de carte verte jusqu'à visa dans une après-midi. OK. Donc au moins un visa de 5 ans, c'est ça?
Oui, oui. OK. Il y avait des visas de 10 ans dans le temps, ça n'existe plus? D'après ma connaissance, ça n'a pas existé, je crois. Et moi, je vais jusqu'à 2004 ici. Il y a possibilité qu'on pourrait prolonger ça pour 10 ans. Et en fait, c'est c'est un projet que j'ai. Mais il faudrait l'accord de Washington. OK, pour le faire. Alors, il y a une autre question. Est-ce qu'un citoyen américain qui a passé 3 ans en Haïti aura des problèmes avec l'immigration à son retour? Citoyen? Américain. Avec notre immigration? Oui, qui a passé 3 ans en Haïti sans voyager? Non. Non, il y a beaucoup de citoyens américains qui habitent ici. Et il y en a qui vont aux États-Unis peut-être tous les 10 ans. Mais ils sont des citoyens. Donc, c'est plus facile pour les citoyens que pour les gens qui ont une résidence. Pour nous, un citoyen, c'est une citoyenne. Et moi, une partie de mon travail, c'est d'être chargé de bien-être des citoyens américains. Et si quelqu'un vient avec une demande légitime vers moi, un passeport américain, c'est assez pour moi. Je ne vais pas demander des questions comme qui est Abraham Lincoln ou qui est président des États-Unis actuellement. Il a le passeport, il est américain. Il y a une autre question, alors je crois qu'on vient juste de répondre à cette question. Est-ce que l'ambassade envisage un jour de donner des visas de 10 ans? Je viens de répondre. Oui. Ouais. Donc c'est un projet pour moi. C'est un projet. Mais peut-être je vais réussir, peut-être non. Mais je vais essayer. Bon, Monsieur J. Thomas Smith, merci, c'est l'heure de vous remercier de nous avoir accordé ce moment, cette bonne heure pour parler et répondre aux questions de nos téléspectateurs autour du consulat, de ses services et des différentes questions autour des services que vous donnez en Haïti, etc. C'est un plaisir et je voudrais souhaiter un joyeux Noël et bonne année à tous les téléspectateurs et vous-même. D'accord, moi aussi de vous souhaiter joyeux Noël, donc joyeux Noël à tout le monde. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous sommes déjà le 19 décembre, donc pas certain que nous pourrons encore avoir 24 décembre. En tout cas, si nous ne pas tout le monde, passez un bon Noël, passez fin d'année 2013 là en bien et puis commencez 2014 là en beauté. Et nous sommes bien contents avec nous ce soir pour l'émission spéciale SAM. Nous avons pile de questions pour consulat et je pense nous satisfaire dans la plupart des questions qui nous ont posées. Songez spécialement surtout les gens qui ne sont pas jamais capables de joindre rendez-vous pendant les vacances là, à cause de problèmes qui ont gagné. À partir du 26 décembre au matin, nous avons monté sur le site internet là, d'après garantie consulat, nous sommes capables de prendre rendez-vous pour janvier même ou pour février. Et si vous voulez poser des questions directement à consulat, écrit dans papniv, papniv, @state.gov. C'est un plaisir pour être avec nous. On a dit tout le monde à la prochaine.